Bonjour Sarah. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Sarah El Haïry, une force vive et engagée, incarne le succès du modèle social français. Du mouvement démocrate, elle est devenue députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Elle a marqué les esprits avec son franc-parler. Diplômée en droit de l'Université de Nantes, elle a brillé par son parcours politique en devenant la benjamine du gouvernement à seulement 31 ans. En tant que secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, puis de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry œuvre avec détermination pour construire un avenir écologique et solidaire pour tous les jeunes Français. Bienvenue dans le déclic. Sarah, quel a été votre déclic écologique? Il y en a eu plusieurs, mais je pense que moi, ce qui me touche le plus, en tout cas ce qui m'a touché le plus, c'est l'accès à l'eau, et à l'eau potable en particulier. J'ai grandi une partie de ma vie au Maroc. Et je me souviens, on était partis dans le village de mes grands-parents. Et dans ce village, il n'y a pas d'eau potable. Et donc les gens, pour les nourrissons, ils achètent de l'eau en bouteille, qui est pour le lait et pour la nourriture. Et sinon, en fait, ils puisent dans un puits. Et ensuite, ils doivent le faire bouillir pour, évidemment, cuisiner. Et c'est quelque chose de très précieux. C'est rare et c'est précieux. Et les grands moments de sécheresse, quand ce puits s'amoindrit d'une certaine manière, voire les voir inquiets, en tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup questionnée. Et je me souviens, mes premières recherches étaient plutôt sur mais pourquoi on n'utilise pas l'eau de mer? Parce qu'il y en avait plein autour. Au Maroc, il y en a plein. Et ensuite, évidemment, j'ai compris que dessaler l'eau de mer, aujourd'hui, technologiquement, c'est possible. Ça a un coût énorme, mais je sais que ça se développe. C'est possible. Ouais, ça se développe. Et par exemple, Israël commence à le faire. Mais l'or bleu a du sens, en tout cas, à mes yeux. On a envie de mieux vous connaître. J'ai 4 à 5 petites questions que je souhaite vous poser. Petite, qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Je crois que par opposition, mais comme beaucoup de jeunes, j'avais très envie d'être médecin, mais en même temps, je ne voulais pas faire S pour pas devenir médecin, parce que mon papa était médecin, mais ça, je pense que c'est le cas de milliers d'adolescents et d'adolescentes, et je pense que je voulais devenir avocate. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier geste écologique? Toujours lié à l'eau. La notion de comment tu jauges et comment tu doses ta consommation d'eau, c'est quelque chose de fermer le robinet. Pas que. Évidemment, il y a le brossage de dents, mais la question de la douche. Si vous deviez être à l'origine, à l'initiative d'une invention, d'une loi, ce serait laquelle? Je me souviens d'une invention que j'avais créée. J'étais super jeune. Il se trouve que mon père est médecin et particulièrement engagé dans le monde associatif. Et il nous avait emmenés dans un énième congrès. Enfin, voilà, comme tous les parents d'enfants qui sont particulièrement engagés dans le monde associatif, on se retrouve toujours dans des congrès, des AG, des actions humanitaires. Et là, c'était sur la sécurité routière. Et en rentrant à la maison, j'avais créé des lunettes on avait cassé avec mon frère un thermomètre pour prendre du mercure et on avait connecté une petite sonnette à l'oreille. Et l'idée, c'était de dire, si quelqu'un s'endort, parce que c'est une des premières causes de mortalité et d'accidentologie, c'est s'il baisse la tête, il fallait que ça sonne dans son oreille pour le réveiller. Est-ce qu'il y a un accomplissement dont vous êtes très fier? Le développement du service national universel, c'est une promesse. C'est une promesse politique, c'est une promesse d'égalité, c'est une promesse de dépassement. Et au-delà de mon engagement politique, en tant que citoyenne, je suis particulièrement fière de la naissance de ce projet. Dans votre livre, En vie de France, vous racontez votre rencontre avec Édouard Philippe. Ça a été le déclic, c'est le début de l'engagement politique. Le mien a commencé très tôt, en réalité. Mon engagement politique a commencé en 2007. Et c'était pour faire la campagne de Nicolas Sarkozy, avant de rejoindre François Bayrou quelques années après. Parce qu'en 2007, il y avait une sorte d'élan. Moi, il y avait un mot qui avait du sens pour moi, j'avais 18 ans. C'était la France, elle reconnaît ton travail. La France, elle reconnaît ton mérite. Tu n'es pas condamné à être dans une case ou dans une autre, dans une catégorie ou dans une autre. La France est le pays de ses libertés où c'est possible. Maintenant, personne ne te dit que c'est facile. Personne ne te dit que c'est automatique. C'est pas vrai. C'est difficile. C'est engageant. Bien sûr qu'il faut être persévérant. Rien n'est dû. Mais on a un peu cet essentiel. On a l'école, on a le droit, on a la santé. Et finalement, ces essentiels te permettent, pas après pas, à force d'engagement, à force, je crois,
oui, aussi de recherche de cette autonomie, et bien d'aller chercher, en tout cas, un idéal, et de se construire, et de se dépasser, et voire même d'aller chercher presque une utopie personnelle, parce qu'il y a un collectif qui existe. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, mon engagement politique. Et qu'est-ce que ça fait d'entendre son nom à la télévision le jour où on est nommé? Mais un peu des palpitations quand même, parce que... Fier? Je crois, oui, il y a beaucoup de fierté, il y a en même temps beaucoup de responsabilité, une sorte d'ambivalence dans l'émotion. Je pense tout de suite à mes parents. Il y a en une même temps, énorme pression. Oui, bien sûr, parce que j'ai envie d'être à la hauteur, parce que j'ai l'opportunité de rendre beaucoup à un pays qui m'a donné beaucoup et qui est le mien. 3 jours après avoir été nommé, vous prenez la parole en Conseil des ministres au sujet du SNU. Est-ce qu'il y a une forme de trac? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Non, mais c'est plus que du trac. Je n'avais jamais vécu un conseil des ministres. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'oublierai jamais ce moment parce que j'ai demandé conseil quelques heures avant. On vous dit de faire moins d'1 minute et de ne surtout pas lire. C'était un conseil, pour le coup, de François Bayrou avec Jacqueline Gouraud, qui était à l'époque au sein du gouvernement. Et elle faisait une réception pour les députés MoDem. Et c'était mes premières heures et je me souviens parce qu'on s'est mis un peu de côté avec François Bayrou, Marc et Jacqueline et je leur dis en même temps c'est la première fois et en même temps il faut que j'annonce un texte et François me dit ne lis jamais, va droit au but, le temps est précieux mais dis ce que tu as à dire au fond. C'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Comment on gère, quand on est Benjamin du gouvernement, cette ultra-transparence des réseaux sociaux, de la vie privée? Comment vous arrivez à gérer et trouver un équilibre? Moi, j'ai fait le choix de ne pas exposer ma vie privée, de pas aller sur ce terrain-là, c'est vrai. Et en même temps, c'est extrêmement violent, les réseaux sociaux. C'est particulièrement violent. C'est qu'un outil, c'est neutre. T'en fais le meilleur ou t'en fais le pire. Le meilleur, c'est, on n'oubliera jamais la solidarité qu'on a eue quand il y a eu le tsunami, on n'oubliera jamais les solidarités, même dans nos villages, pour sauver du patrimoine, pour aider une famille qui a besoin d'un coup de main. Enfin, ça permet ça aussi. Mais malheureusement, ça peut être du harcèlement, ça peut être des mots violents, ça peut être des mots qui amènent jusqu'à des actes dans la vie réelle. Et pour le coup, la question de l'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux, élever nos enfants dans les conséquences et leur rappeler que ce n'est pas une zone de non-droit. Chaque mot compte, chaque acte compte. Et je vous assure que tous ceux qui pensent que se cacher derrière l'anonymat pour vomir des horreurs, eh bien, on sait lever ces anonymats. C'est l'outil et c'est l'intelligence de nos forces de sécurité intérieure. Vous avez fait votre coming out de façon très discrète. Il n'y avait aucun coming out en réalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je réponds à une interview dans Forbes sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui me passionne, sur plein de sujets, sur l'éducation, sur la relation entre la France et le Maroc en ce moment, sur des questions diplomatiques, sur l'engagement, sur le lancement du service civique Jeunes et Nature, enfin bref, des sujets, moi, qui me passionnent. Et il se trouve qu'une des questions était sur les réseaux sociaux, et je réponds assez simplement que, bien sûr que quand moi j'ai choisi de m'engager, donc je sais que malheureusement, une des conséquences, c'est parfois des propos très violents. Quand ils dépassent la loi, je dépose plainte. Mais souvent, c'est violent. Mais cette peine, quand tu l'affliges aux gens que tu aimes, ça touche. Et j'avoue très simplement dans cet échange que oui, quand ça fait de la peine à ma famille ou à ma compagne, ça me fait de la peine, plus que d'habitude. Et le journaliste titre évidemment un coming out de la ministre. Sauf que plusieurs mois auparavant, il suffisait de télécharger la déclaration de la haute autorité. Évidemment, ma compagne est déclarée, puisque c'est les nouvelles règles de transparence dans ces déclarations. Et j'ai jamais vécu caché. Par contre, quand j'ai vu les mois, l'impact de tout ça, je me suis rendu compte que finalement, j'aurais dit mon mari ou mon compagnon, ça n'aurait même pas fait une ligne. Parce que j'ai dit ma compagne, ça a provoqué quelque chose. Et dans le fond, si ça a permis à une famille, à une jeune fille, peut-être de se dire, oui, on peut en parler. De permettre d'assumer aussi bien et sûr, d'en parler plus librement. Tant mieux. C'est utile. Et dans le fond, j'avais peut-être même moi pas suffisamment conscience, mais il y avait peu de femmes qui avaient fait ce pas-là.
Moi, ma vie était déjà très... nos amis nous voient ensemble, très, très libre et très assumée, très publique. J'avais simplement fait le choix, mais ça aurait été un garçon ou c'est une femme, ça aurait été la même chose, de ne pas mettre en lumière ma vie privée dans mon engagement politique parce que c'était ma manière à moi de protéger. Votre engagement, c'est la jeunesse. Est-ce qu'on peut l'engager sur tous les sujets ? Ah oui, sans exception. Et est-ce qu'on peut leur ouvrir le vote dès 16 ans, par exemple ? Franchement, vous savez, moi je suis très ouverte à plein d'idées, mais quand vous leur demandez, ils ne sont pas favorables. Il se trouve que le plus gros sujet pour la jeunesse, c'est l'abstention. Et quand on a entre 18 et 25 ans et qu'on a un taux d'abstention, par exemple aux dernières élections régionales, de 9 jeunes sur 10 qui ne se déplacent pas, la question c'est... Comment on explique ce besoin d'ultra-communication, notamment au travers des réseaux sociaux, d'exprimer en permanence, de revendiquer ses libertés, d'exprimer son opinion, et en même temps de ne pas aller voter quand il y a des enjeux ? Il faut avoir la pudeur de dire déjà qu'il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs, et que la jeunesse, elle est multiple, elle est complexe. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour lutter contre cette abstention. La première, c'est une meilleure éducation civique et morale, une meilleure compréhension de nos institutions, plus de transparence aussi dans les compétences de chaque collectivité pour comprendre pourquoi on vote aux élections régionales et qu'est-ce que ça amène de voter aux élections européennes. Il ne faut pas prendre les jeunes pour ce qu'ils ne sont pas. Quand ils ont envie de voter, ils y vont. Élections européennes, c'est le bon exemple. Quand ils ont envie, quand le sujet les intéresse, ils y vont. Parce que le sujet environnemental se traite au niveau européen. Pour vous, c'est les sujets, c'est les enjeux qui ne sont pas suffisamment clairs ? Oui, les enjeux, je pense, ça fait partie. Mais aussi, franchement, on a aussi des difficultés et des choses à améliorer sur la gestion de notre manière de voter. La carte électorale, le vote du dimanche, parfois la difficulté, même s'il y a plein d'investissements du ministère de l'Intérieur pour faciliter les procurations, pour avoir un flash-code, pour trouver où est son bureau de vote. Tout ça, ça va dans le bon sens. Vous êtes favorable à justement une évolution des façons de... Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est... je sais que le débat est ouvert et qu'il y a pas mal de positions, mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'aller chercher des facilités pour permettre à plus de monde de voter. Mais par exemple, le vote anticipé, il y a le vote par correspondance, il y a la question du vote informatique ou en tout cas électronique. Est-ce que vous faites participer les jeunes à cette discussion sur les façons, les modalités dont on peut voter demain ? Oui, parce que en fait, au lendemain, pour moi c'était un vrai électrochoc, au lendemain des fameuses élections régionales, j'avais réuni les mouvements de jeunesse. Et on a pas mal discuté, et je vous assure, même si les sensibilités politiques étaient à l'opposé, il y avait quand même un moment du consensus, au moins sur les modalités. Quand tu es jeune, étudiant, et que tu ne peux pas voter dans la ville dans laquelle tu étudies, mais tu dois voter dans la ville de tes parents, celle où tu habites. Et tu n'as pas envie de changer, parce que tu tiens à apporter ton vote là où tu vis. Mais que dans le fond, c'est assez difficile de t'y rendre, ou d'accéder parfois aux documents électoraux, ou au contraire, tu veux voter dans la ville dans laquelle tu vis en tant qu'étudiant, mais finalement, il te faut un justificatif de domicile. Donc, il y a une réalité qu'on peut faciliter. C'était une des demandes, par exemple, pour reconnaître la carte d'étudiant comme un justificatif permettant de voter ou de s'inscrire dans ce secteur. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté des jeunes générations de plus participer à la discussion, aux échanges ? C'est pas qu'une volonté, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez, 1 jeune sur 3 a participé à une marche pour le climat. Aujourd'hui, les jeunes y participent, mais ils participent d'une manière qui est complémentaire en réalité à l'expression démocratique. La question, c'est comment tu réconcilies les deux. Et ce que je vois, et c'est pour ça qu'on fait aussi on utilise de nouvelles méthodes, on développe de nouveaux outils. D'abord le CNR Jeunesse, qui fait le tour de France. Les rencontres à Matignon, où ce sont des jeunes, alors pour une partie représentative, pour d'autres des jeunes qui viennent des territoires. Mais il ne faut pas s'arrêter à des moments où tu ne fais qu'écouter. Les jeunes aujourd'hui, ils ont aussi besoin de preuves qu'on n'est pas en train de faire, et désolé pour l'anglicisme, mais de youth-washing. Donc, en fait, dire très bien, on a consulté les jeunes parce que regardez, ils étaient sur la photo. Pas du tout. Ils ont envie de preuves. C'est la génération des preuves. Et donc, on a lancé, il y a quelques semaines maintenant, un projet qui s'appelle « Tes priorités, ta voix ». Et on présente aux jeunes les différentes remontées des CNR Jeunesse, des rencontres à Matignon, et les jeunes votent. Qu'est-ce qui est ressorti ? Eh bien, pas mal de choses, beaucoup sur l'éducation civique et morale, sur leur participation, beaucoup sur l'écologie à l'intérieur de l'école, la question du gaspillage. Il y en a qui voulaient qu'on puisse faire avec les menus de la cantine comme ce qu'on fait avec Too Good To Go. Enfin, c'est des jeunes qui sont hyper engagés. Et la question, moi, que je me pose et que je leur ai posée, c'est comment on fait pour que finalement cette soif d'engagement, eh bien, elle se transforme en acte et pas uniquement en clic. Et comment on passe du clic à l'action, de l'action à l'organisation associative, de l'organisation associative, évidemment, à l'expression démocratique.
Est-ce que le service universel, le service national universel, c'est pas une des réponses aussi aux grands enjeux de demain quand on parlait d'éducation, de transmission? Moi, je suis convaincue que le service national universel, c'est un de ces grands projets qui permet à une génération d'avoir une sorte de souvenir commun, de rendez-vous commun, mais de se rendre compte aussi à quel point, quand ils sont en collectif, ils arrivent à se dépasser. On a besoin d'unité dans notre pays. On a une jeunesse qui, ok, est engagée, mais pas que. Il y a une jeunesse qui est en situation de précarité, il y a une jeunesse qui a une santé mentale plus fragile. Il ne faut pas oublier qu'on sort du Covid. On a une jeunesse qui n'a pas les mêmes chances. Ce goût de l'égalité, en fait, il n'y a pas trop de moments où tu le vis. Tu l'entends, c'est écrit sur le fronton de nos écoles, c'est écrit sur le fronton de nos mairies, mais à quel moment tu le vis? Le SNU, tu n'as pas de carte coupe-fil comme dans Disney, ou de passe VIP. Tout le monde est logé à la même Et enseigne. oui, c'est le même uniforme, c'est le même programme, c'est le même dépassement de soi, et donc on ne juge que ton mérite, que ta participation. Que tu sois un jeune très extraverti ou un jeune plus timide, personne ne sait. Que tu viennes d'un établissement public ou d'un établissement privé, personne ne sait. D'un technologique ou d'un professionnel, personne ne sait. Et donc finalement, c'est comment on les prépare à la vie de demain. Arriver dans une entreprise, tu ne connais pas les gens qui t'entourent. Et pourtant, tu dois te dépasser. Vous souhaitez le rendre obligatoire? Vous savez, ce débat, il arrivera. Enfin, pour moi, ce n'est pas un tabou. Il arrivera et ce sera à l'Assemblée nationale et au Sénat de trancher si obligatoire ou pas obligatoire. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher les éléments permettant de le généraliser au maximum. Cette année, c'est la première fois où à l'été, il y a plus de volontaires que de places. Il y a une liste d'attente. Donc on peut se dire que c'est légitime de le rendre obligatoire? Moi, mon enjeu, c'est comment tu garantis la mixité. Comment tu fais que demain, un projet comme celui-là est vécu par l'ensemble des jeunes de notre pays? Comment tous les jeunes de notre pays maîtrisent les gestes qui sauvent? Comment tous les jeunes de notre pays, à un moment, se dépassent, se rencontrent, prennent ce temps de l'action collective? À quel moment ils vivent aussi un temps de patriotisme? C'est absolument nécessaire. Ou simplement, puisque je sais que c'est quand même l'ADN de votre émission, comment on baisse leur éco-anxiété en les formant aux catastrophes naturelles? À comment on les gère? 70% de notre territoire est à risque d'inondation. Qui sait autour de nous comment réagir en cas d'inondation? Oui, mais en quoi le SNU permettra aussi à des jeunes générations d'apprendre à réagir face à des inondations? On les forme à ça pendant le séjour de cohésion. On les forme à trouver une personne disparue s'il n'y a pas Waze et qu'il n'y a pas de téléphone portable, donc à lire une carte. On leur apprend à réagir et à s'inscrire dans un commandement de protection civile en cas de canicule. Mais pourquoi le SNU est si clivant? Pourquoi ça dérange autant alors? Il y a une petite intelligentsia d'extrême gauche qui déteste, pour le coup, l'idée même en fait, de ce projet. Ils disent que c'est militarisant ou que c'est contre-productif ou que ça serait contre l'école. Pas du tout. Ça n'a pas vocation ni à remplacer les objectifs de l'école, c'est complémentaire en fait à l'école. Et c'est une sorte de temps un peu hybride, d'expérience un peu unique qui permet aussi de créer de l'énergie dans le monde associatif de demain. C'est les futurs bénévoles de demain, c'est les futurs réservistes, c'est les futurs responsables d'éducation populaire. C'est les futurs citoyens, en réalité, qu'on essaye d'accompagner. Est-ce que votre parcours personnel a influencé votre engagement pour la jeunesse et pour l'écologie? Oui, bien sûr. On a toujours une part de soi. Moi, je vous ai dit, j'ai grandi au Maroc. Moi, j'ai envie de patriotisme, j'ai envie de participer à des grands moments. J'aurais adoré faire le service civique, mais je ne savais même pas que ça existait. Je me suis rendu compte après, en fait, l'âge limite. Et dans le fond... je me dis, c'est peut-être une chance manquée. Et moi, j'ai pas envie que notre jeunesse, elle vive avec des chances manquées ou avec des regrets. Est-ce que votre âge a une incidence sur le sujet? Certainement. Certainement, parce que la forme pédagogique qu'on a choisie est très jeune. Moi, ce que je voulais pas, c'est qu'un jeune d'un établissement professionnel ou technologique ou un jeune qui a des difficultés, revive ces difficultés pendant le SNU, sur les apprentissages. Et donc, en fait, on a totalement... changer les règles et on fait de l'escape game. Moi, j'adore les escape games. Donc, l'apprentissage est très gamifié. C'est-à-dire qu'on utilise le jeu, escape game, jeu de société, mise en situation, immersion. Et ça marche très bien. C'est théorisé, bien sûr, ça s'appelle la pédagogie active. L'objectif, c'est de les intéresser aussi. Exactement. Et qu'ils soient passionnés. Et qui soit dans l'action et pas dans quelque chose de très descendant. On en a fait des erreurs, on a fait parfois des enseignements qui étaient très descendants. Et vous inquiétez pas, les jeunes volontaires nous l'ont très vite dit. Et donc je suis plutôt ouverte à ces méthodologies, en tout cas un peu différentes. Mais aussi pour créer de la cohésion, je pense, avec le monde sportif. Comment on peut les sensibiliser, les jeunes, à la transition écologique?
en leur donnant parfois les rênes pour faire. Je pense que déjà au SNU, nous on a envie que l'ensemble des volontaires puissent maîtriser la fresque du climat, puissent ensuite débattre sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire après avoir maîtrisé ces connaissances, qu'ils puissent participer à des grandes recherches du CNRS en étant d'une certaine manière des sentinelles, en étant des observateurs de parfois la biodiversité autour d'eux, faune et flore, en étant des éclaireurs sur, mais aussi une capacité de transformer leurs entreprises après, là où ils seront. Est-ce qu'on peut avoir un discours apaisé ? On a le sentiment qu'il y a aujourd'hui une jeunesse qui se radicalise. Est-ce qu'on peut avoir un discours apaisé pour faire passer des messages ? On n'est pas obligé d'opposer, on n'est pas obligé d'hystériser les familles, le pays. L'écologie, elle doit créer au contraire une sorte de force un peu centrifuge. Chacun a un petit bout de la réponse. Donc si on veut une société qui répond aux défis que nous pose la transition environnementale, il faut de la technologie, il faut de la science, il faut une transformation de notre économie, il faut plus d'éducation, il faut aussi beaucoup de solidarité internationale parce que notre planète, elle est une. Peut-être aussi que les entreprises ont un rôle à jouer auprès des jeunes générations. Mais même pire que ça, c'est que si les entreprises ne se transforment pas en profondeur et ne transforment pas même leur modèle de production intrinsèque, en réalité, les jeunes, ils ne vont plus travailler chez eux. C'est même plus fort que ça. Aujourd'hui, on a des jeunes qui refusent d'aller dans des entreprises qui ne transforment pas leur modèle de production. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sarah El Haïry ? Je pense beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et j'espère beaucoup d'unité dans notre pays. Parce que cette unité, elle ne se décrète pas et pour y arriver, il faut un pas, que chacun fasse un pas. Et donc sortir parfois des débats binaires pour arriver à quelque chose de plus sincère. Merci, Sarah.